Elle suait du sang chaque fois qu'elle était stressée, et la médecine n'avait aucune explication jusqu'à ce que, chaque fois que l'angoisse montait, que le rythme cardiaque s'emballait, que la peur la prenait au ventre, le sang commençait à couler. Pas par les narines, ni par la bouche, mais par sa peau, goutte à goutte, rouge foncé, épais, le long de son front, de ses bras, parfois même de ses paumes, comme si son corps, incapable de hurler, pleurait du sang à sa place. Anaïs avait 26 ans quand cela a commencé. La première fois, c'était au travail, une réunion tendue, des regards hostiles, des voix qui s'élevaient, et soudain, la sensation humide sur ses joues. Elle pensait que c'était de la sueur, mais quand ses collègues reculèrent en silence, horrifiés, elle comprit. Ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. Hospitalisée d'urgence, elle passa des heures entre scanners, prises de sang, examens neurologiques et biopsies. Aucun traumatisme. Aucun trouble hématologique, pas de lésion, pas de maladie auto-immune, juste un mot murmuré par un interne mal à l'aise, hématidrose. Une condition si rare que la plupart des médecins ne l'avaient jamais vue ailleurs que dans des livres anciens. Une sueur sanguine, déclenchée par le stress extrême. Mais pour Anaïs, ce n'était pas rare, c'était quotidien. Et cela empirait. Les crises se multipliaient. Elle saignait parfois dans son sommeil, d'autres fois sans émotion apparente. Comme si quelque chose en elle ne répondait plus à la logique humaine. Comme si son corps réagissait à une peur qui ne venait pas d'elle. Jusqu'au jour où un médecin décida de creuser plus profondément, pas dans son sang, mais dans sa mémoire. Et ce qu'il découvrit allait tout changer. Anaïs Delcourt n'avait rien d'anormal. Une vie calme, une famille présente, un emploi stable, pas de drame, pas de violence. Et pourtant, son corps, lui, hurlait dans un langage que personne ne comprenait. Un langage primitif, organique, écrit avec du sang. Ce que vous allez découvrir n'est pas une fiction, c'est un cas médical réel, étudié, documenté, mais jamais expliqué. Une maladie si rare qu'elle semble irréelle, et pourtant, elle laisse des marques, des cicatrices invisibles, des vêtements imbibés, des regards de panique dans les transports en commun. Anaïs vivait avec une bombe sous la peau. Chaque émotion était un déclencheur, chaque peur, une ouverture. Les médecins ont cherché. Les spécialistes ont tenté, on a tout envisagé. Syndrome neurologique, troubles psychosomatiques extrêmes, défaillance capillaire. Mais rien ne tenait, parce que le sang apparaissait sans blessure, sans raison, sans logique. Jusqu'au jour où un neurologue, presque obsédé par son cas, décida de creuser plus profond. Et ce qu'il découvrit dans l'histoire d'Anaïs, dans son enfance, dans ses silences, allait faire basculer l'affaire. Ce n'était pas une maladie, c'était un signal. Une mémoire biologique, réveillée par un stress qui n'était pas le sien. Avant que l'histoire commence, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec votre pays et votre ville. Pensez-vous qu'un corps puisse vraiment réagir ainsi? Avez-vous déjà entendu parler de l'hématidrose ou pensez-vous que ce soit autre chose? Installez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire médicale. C'est une descente dans les recoins les plus sombres de la mémoire cellulaire. Chapitre 1, le premier débordement. Tout avait commencé par un fourmillement. Rien d'alarmant. Un simple picotement au niveau des tempes. Comme si sa peau réagissait à un changement de température ou à une montée de tension. Anaïs était en salle de réunion. L'air y était sec, les discussions tendues. On lui demandait des comptes. Un collègue haussa la voix.
Et elle, incapable de riposter, resta figée, respirant à peine. Puis ce fut une sensation de chaleur, une vague subtile, pas douloureuse, mais profonde. Elle porta la main à son front, pensant y trouver de la sueur, mais quand elle la regarda, sa paume était rouge, rouge sang. Autour d'elle, le silence tomba comme un couperet. Le manager recula. Une assistante lâcha son stylo. Quelqu'un cria. Anaïs ne comprenait pas. Elle se leva, toucha à nouveau sa peau. Son visage suait du sang, lentement. Comme si ses pores s'étaient transformés en minuscules plaies invisibles. Elle fut conduite à l'infirmerie, puis transférée aux urgences. Les tests se succédèrent. Pression, glycémie, coagulation, toxines, lésions cutanées, rien. La peau était intacte. Le sang provenait de l'intérieur. Des vaisseaux capillaires avaient éclaté sans cause apparente. Le diagnostic tomba dans un murmure. Hématidrose. Une condition si rare que certains médecins la considèrent comme un mythe. Pourtant, les prélèvements étaient formels. C'était bien du sang humain produit naturellement, exsudé à travers la peau sous effet émotionnel intense. Mais ce qui troubla l'interne de garde, ce fut autre chose. En nettoyant les joues d'Anaïs, il remarqua une chose étrange. La sueur sanguine semblait suivre un tracé, un motif, un genre de courbe, fine et sinueuse, comme un symbole enfoui dans l'épiderme. Ce n'était pas une simple réaction, c'était peut-être un langage. Chapitre 2. Le motif sous la peau. L'interne n'osa pas en parler tout de suite. Ce qu'il avait vu sur la joue d'Anaïs n'était peut-être qu'une coïncidence, une illusion d'optique, un hasard du sang coulant. Mais cette forme, cette ligne courbe entrecroisée d'un arc et d'un point, revenait chaque fois, chaque crise, toujours au même endroit, toujours dans le même sens. Quand il montra la photo à son supérieur, celui-ci haussa les épaules. Un pli de peau, de la paranoïa, nettoyer, surveiller. Rien d'infectieux, donc pas notre priorité. Mais l'interne ne dormait plus, la forme l'obsédait. De son côté, Anaïs refusait de rentrer chez elle. Elle savait qu'à l'instant où elle quitterait les murs blancs de l'hôpital, le monde recommencerait à la regarder comme une anomalie. Elle passait ses journées à lire des forums médicaux, à chercher d'autres cas. Il y en avait quelques-uns, une poignée, répartis sur des décennies, mais aucun ne saignait aussi fréquemment. Aucun n'avait développé de motif. Le neurologue chargé du dossier, le docteur Laurent Mézières, accepta de creuser. Il programma une série d'examens avancés. Électroencéphalogramme, IRM fonctionnel, stimulation de stress sous surveillance. Lors d'une séance, il montra à Anaïs une série de mots à connotation anxiogène. Mort, feu, trahison, enfermement. Au quatrième mot, le sang apparut. Une perle rouge au coin de l'œil. Puis, 2 sur la tempe. Et encore ce motif. Plus net cette fois. Plus précis, Mézières photographia, agrandit, composa une superposition digitale. Le résultat glaça la salle entière. Ce n'était pas une tache, c'était un glyphe, une forme symétrique, ancienne, presque géométrique, un symbole. Il consulta un collègue en anthropologie visuelle. Celui-ci répondit par mail en majuscule. Ce symbole est interdit dans certains rituels d'excision mémoire. Arrêtez tout. Mézières resta silencieux. Il retourna voir Anaïs, qui dormait. Son visage était paisible, mais sur sa nuque, un nouveau tracé se dessinait lentement, un autre glyphe, et cette fois il battait, lentement, au rythme de son cœur. Chapitre 3. Le glyphome. Le docteur Mézières ne savait plus s'il faisait de la médecine ou de l'archéologie interdite. Le mot glyphome n'existait pas dans les dictionnaires médicaux. Et pourtant, c'est ainsi qu'il décida d'appeler ce phénomène.
un système de signes biologiques générés par le stress, par le sang, par le corps d'Anaïs. Les symboles apparaissaient maintenant sur plusieurs zones de son corps, cou, bras, omoplate. Jamais en surface complète, toujours à demi enfouis sous les pores, révélés uniquement lorsque le sang exsudait. Ce n'étaient pas des hallucinations. Mézières en avait la preuve visuelle. Les images infrarouges confirmaient une activité thermique différente autour de chaque glyphe. Il convoqua un sémioticien, un ancien professeur devenu marginal, spécialiste des formes sacrées dans les systèmes corporels oubliés. L'homme observa les photos sans parler pendant plus de 20 minutes. Puis, il demanda d'une voix sourde. « Elle a rêvé d'eau ?»« Comment ça ?» répondit Mézières. « D'une noyade, d'un lac ou d'un liquide qui la recouvre ?»« Oui, plusieurs fois. »« Pourquoi ?» Le professeur hocha lentement la tête. Ces glyphes sont des balises de souvenirs. Elle se souvient de quelque chose qui n'est pas le présent. Mézières tenta de rejeter l'idée. Il s'accrocha à la biologie, aux neurotransmetteurs, aux réponses psychosomatiques. Mais le soir même, il surprit Anaïs dans son sommeil, les yeux entr'ouverts, murmurant quelque chose dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Il enregistra les sons, les fit analyser. Ce n'était pas une langue connue, mais la structure phonétique était logique, rythmée, métrique, comme une prière ou un programme. Anaïs se réveilla en sueur, rouge. « Je suis désolée, dit-elle. »« De quoi ?» Elle le fixa avec une étrange douceur. « Je n'arrive plus à distinguer ce qui vient de moi, de ce qui vient d'avant. » Chapitre 4. Les voix dermiques. Le lendemain, Anaïs refusa de quitter sa chambre. Pas par peur, mais par une étrange lucidité. Comme si elle savait qu'en franchissant la porte, quelque chose en elle s'échapperait. Le docteur Mézières la trouva assise, immobile, le regard fixé sur ses propres mains. Elle tremblait doucement, mais ce n'était pas une faiblesse musculaire, c'était un rythme. Elle leva les yeux vers lui. « Je les entends. »« Qui ?»« Les symboles. » Il resta figé. « Les symboles parlent, pas avec des mots, avec des battements, avec de la chaleur, avec des souvenirs qui ne sont pas les miens. » Mézières commença à noter frénétiquement. Il plaça des électrodes sur les bras, la nuque, la colonne vertébrale. À chaque crise, les glyphes apparaissaient, mais aussi des micro-vibrations électriques parfaitement alignées avec certaines zones de la mémoire émotionnelle du cerveau. C'était comme si le stress ne déclenchait pas la réaction, mais la déverrouillait. Comme si un code enfoui dans les tissus cutanés d'Anaïs attendait d'être activé. Il isola un motif récurrent, une suite de 4 glyphes apparaissant toujours dans le même ordre. Il les imprima, les agrandit, les assembla. Et soudain, il le vit. La structure ressemblait à un alphabet. Pas humain, mais parfaitement cohérent. Il se rendit compte qu'il n'avait pas affaire à une maladie, ni à un traumatisme, mais à une transcription biologique. Anaïs n'exprimait pas du stress. Elle transcrivait une mémoire inscrite sous la peau, et plus elle saignait, plus les symboles devenaient nets, ordonnés, symétriques. Ils formaient maintenant des cercles concentriques, des spirales, et au centre, toujours le même glyphe. Une sorte d'œil stylisé. Mézières tenta de l'ignorer, mais cette nuit-là, il rêva de ce glyphe, et à son réveil, sur sa propre nuque, une tache rougeâtre commençait à apparaître, pas un hématome, un symbole. Chapitre 5. L'épigraphe intérieure. Mézières s'enferma dans son bureau. Il avait photographié la marque sur sa nuque.
Elle n'avait pas la netteté des glyphes d'Anaïs, mais sa forme était similaire. Une spirale centrale, 3 crochets et un point isolé. Ce n'était plus de la médecine. C'était de l'inscription. Et il était devenu à son tour un porteur. Il fit analyser son sang. Rien. Aucun marqueur pathologique. Pas d'infection, pas d'anomalie. Mais sous microscope thermique, le même comportement se répétait. Ses capillaires cutanés émettaient des pulsations infrarouges, parfaitement synchronisées avec les signaux d'Anaïs. Ce n'était pas contagieux, c'était synaptique. Il comprit alors ce que Camille, dans l'histoire précédente, avait commencé. Anaïs le continuait, mais avec un autre langage. Pas un signal, un récit. Et ce récit s'écrivait à travers la peau, le stress, la mémoire biologique. Ce n'était pas une maladie, c'était une écriture dermique vivante. Et chaque glyphe suintant de son corps était une lettre d'un message plus vaste. Mézières confronta Anaïs. Elle ne fut pas surprise. « Je le sais depuis des semaines », dit-elle calmement. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Parce que je ne veux pas que vous m'arrêtiez, le message doit sortir. » « Quel message ? Je ne le lis pas, je le porte, c'est ancien, plus ancien que le langage. Je suis juste l'encre. » Cette nuit-là, une panne de courant toucha l'aile où Anaïs était isolée. Aucun appareil ne fonctionna durant 47 minutes. Mais au matin, le personnel découvrit les murs de sa chambre, couverts de symboles, gravés à même la peinture. Par quoi ? Par qui ? Nul ne le savait. Les caméras n'avaient rien enregistré. Les micros avaient émis un grondement sourd, un bruit de battement immense comme un cœur planétaire. Et au milieu de la pièce, assise calmement, Anaïs souriait. Elle ne saignait plus, elle écrivait. Chapitre 6. Le manuscrit de chair. Les murs étaient recouverts. Chaque centimètre carré portait un glyphe. Aucun ne semblait tracé au hasard. Leur orientation, leur espacement, leur courbure, tout obéissait à une logique inconnue, mais précise. Les plus anciens médecins de l'établissement observèrent les symboles avec un malaise viscéral, comme si leur rétine reconnaissait quelque chose que leur conscience refusait d'admettre. Mézières entra dans la chambre sans parler. Il ne porta ni gants, ni masque. Il savait désormais que la transmission n'était pas biologique. Elle passait par la perception, par l'attention, par l'exposition au récit. Anaïs était allongée, les yeux ouverts, la respiration lente. Aucun signe de souffrance. Elle semblait presque en transe. Sur sa poitrine nue, un glyphe battait. Oui, battait, pulsait en rythme avec son cœur. Ce n'était pas une illusion. Le glyphe lui-même semblait vivant. Mézières, les mains tremblantes, tendit un doigt pour le toucher. « Non », dit-elle sans bouger, « tu n'es pas encore prêt. »« Prêt pour quoi ? Pour traduire ?» Il recula. Le mot l'avait frappé. Traduire. Cela signifiait que le message n'était pas simplement écrit. Il était fait pour être lu. Il retourna à son bureau, obsédé, superposa les glyphes, mesura leur rapport, annota les fréquences. Et une nuit, il comprit. L'ordre d'apparition des symboles correspondait à une séquence musicale. Pas une phrase, pas une image, une partition. Il joua les notes sur un synthétiseur. Un motif dissonant, profond, presque organique. Et dès la première séquence, il saigna, un filet rouge sur le cou, une douleur sourde au ventre. Il s'effondra au sol, haletant. Au fond de la pièce, dans l'ombre, Anaïs, debout, nue. Ses yeux n'étaient plus ses yeux, ils étaient miroirs. Et Mézières vit quelque chose à l'intérieur. Pas un visage, pas une créature, une bibliothèque. Chapitre 7.
l'archiviste involontaire. Mézières se releva avec peine. Sa vision était floue, mais ce qu'il avait vu dans les yeux d'Anaïs ne le quittait plus. Ce n'étaient pas des hallucinations. Ce n'était pas un choc neurologique. Ce qu'il avait entrevu à travers elle était réel. Une bibliothèque vivante, faite non de livres ou de mots, mais de sensations fossiles, de souvenirs accumulés par des organismes oubliés. Pendant les 3 jours suivants, il ne parla à personne. Il s'enferma dans son bureau, le teint pâle, les lèvres fendillées. Il écoutait encore et encore les motifs joués à partir des glyphes. Chaque fréquence déclenchait en lui un effet différent. Tremblements musculaires, goût métallique dans la bouche, spasmes involontaires. Ce n'était pas de simples sons, c'était un alphabet vibratoire, une syntaxe somatique. Quand il retourna voir Anaïs, elle était toujours debout. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, et pourtant, elle vivait. Mieux encore, elle émettait. Son corps tout entier, peau, voix, température, était devenu une station de transmission, et autour d'elle, l'hôpital commençait à changer. Les ampoules grésillaient sans brûler. Les couloirs semblaient plus longs qu'avant. Des membres du personnel signalaient des sensations de déjà-vu chronique, des visions récurrentes de couloirs inondés, de chair sans os, de voix venant des bouches fermées. Mézières constata que tous ceux qui avaient été exposés aux glyphes affichaient une hyperactivité du système limbique, comme s'ils portaient tous un même rêve partagé. Une nuit, il s'installa près d'Anaïs. « Dis-moi ce que tu es », souffla-t-il. Elle le fixa sans ciller. « Je suis un canal. » Vers quoi? Elle pencha la tête. Vers ce qui vient. Ce que vous avez oublié, ce que vos cellules savent, mais que votre langue n'a jamais su nommer. Il sentit sa colonne vertébrale frissonner. Ce n'était pas une menace, c'était une réminiscence. Et moi? Pourquoi moi? Elle s'approcha lentement. Parce que tu sais lire. Tu lis avec ton sang. Il baissa les yeux. Sur sa paume gauche, un nouveau glyphe était apparu pendant leur échange. Parfaitement formé. Indolore. Mais chaud au toucher. Il comprit alors, il n'était plus un médecin, ni un chercheur, il était devenu un scribe. Et Anaïs n'était plus Anaïs, elle était l'archive. Chapitre 8. L'encre du silence. Mézières. Não escrevia mais em cadernos. Sua mão, sua pele tornaram-se a superfície. Cada sonho deixava traços. Cada som, novo símbolo. As paredes do hospital, por onde ele passava, começavam a registrar sua passagem. Como se a linguagem de Anaïs se multiplicasse por osmose, colonizando tudo o que tocava. O hospital não era mais um hospital, era um veículo, uma extensão do Reset. O tempo passava de forma desigual. Relógios de parede começavam a andar para trás. As câmeras de segurança mostravam imagens que ainda não haviam acontecido, pacientes que não existiam, ou talvez ainda não. No epicentro, Anaïs. Agora flutuando levemente acima de sua própria cama, não pelos ares, mas pela inversão da gravidade simbólica. O chão a rejeitava, como se ela não pertencesse mais ao espaço. Seu corpo estava intacto, mas sua pele havia se tornado transparente, revelando não músculos nem ossos, mas um feixe de luz vibrante, pulsante, em forma espiralada. Mézières observava de longe. Não ousava mais chamá-la pelo nome. Sabia que aquele nome já não se aplicava. Ela não reagia mais a palavras, apenas a frequências. E todas as máquinas de ressonância do hospital, mesmo desligadas, vibravam em resposta a ela.
A OMS fora chamada. Militares rodeavam o perímetro, mas os que entravam não conseguiam falar ao sair, ou esqueciam por que tinham vindo. Anaís, ou o que havia se tornado, reescrevia a realidade como se fosse uma folha viva. No centro de seu tórax, o glife originel pulsava, agora completo. Mézières o reconheceu. Era o mesmo símbolo visto em ruínas de civilizações antigas. Sempre ignorado como mero adorno, mas agora ele sabia, era uma clef. Ele se aproximou dela pela última vez. Je veux comprendre. Ela o olhou. Alors tu dois oublier. E ao tocá-la, Mézières sentiu algo descer por seu braço. Não era sueur, não era sangue, c'était de l'encre. Chapitre 9. L'encre transmise. Le contact fut bref mais suffisant. Une brûlure, pas sur la peau, dans la mémoire. Mézières s'effondra au sol, le souffle coupé, les yeux ouverts mais aveugles. Il voyait sans ses pupilles, il voyait en lui des souvenirs, des paysages, des langues éteintes, des os géants ensevelis dans des mers disparues. Et au centre de tout cela, un cœur qui battait, lentement, profondément, comme le tambour d'un monde que l'on croyait mort. Il resta inconscient pendant 12 heures. Lorsqu'il se réveilla, l'hôpital était silencieux, les couloirs vides, les lumières éteintes. Mais le bâtiment entier vibrait, comme si les fondations respiraient à travers les murs. Mézières se redressa désorienté. Il portait une chemise blanche, sans trace de sang, mais dans son dos, quelque chose bougeait. Il se précipita vers un miroir. Et là, sur ses omoplates, des dizaines de glyphes. Nettes, parfaites, vivantes. Anaïs était toujours là, au centre du bâtiment, mais elle ne dormait plus. Elle écrivait dans l'air. Ses doigts traçaient des signes invisibles que les murs absorbaient. Chaque glyphe flottait un instant, puis s'inscrivait dans la matière. Le sol en était couvert, les plafonds aussi. Et puis, un par un, des patients commencèrent à parler, en glyphes, pas à voix haute. Leurs mots prenaient forme dans l'air, symboles flottants, mouvements calmes, presque chorégraphiés. Aucun ne semblait souffrir. Tous comprenaient. Mézières comprit alors. Le message n'était pas une menace, c'était une mutation. Le monde n'était pas attaqué, il était réécrit. Et Anaïs, elle s'approcha une dernière fois, ses yeux n'étaient plus humains. Ils reflétaient ceux qui viendraient après. Chapitre 10. La seconde peau. Le bâtiment entier devenait autre chose. Les murs n'étaient plus des murs. Ils respiraient, ils pulsaient. Chaque surface portait maintenant les marques, glyphes en spirale, cercles croisés, nervures de sens. Le béton transpirait, la peinture se décollait en formes intelligentes. Le monde matériel cédait à la langue du vivant. Mézières avançait dans les couloirs comme dans une cathédrale étrangère. Les symboles se gravaient lentement sur ses bras, ses jambes, son torse, comme s'il devenait lui-même un parchemin de chair. Il ne ressentait plus de peur, juste une lucidité calme. Il comprenait. Ce que la médecine appelait anomalie n'était pas une erreur. C'était une mémoire qui se réactivait. Il entra dans l'ancienne salle d'opération numéro 3. Anaïs l'attendait, debout, nue, le regard vide, mais chargé d'intention. Autour d'elle, 6 autres patients, muets, formant un cercle. Ils posèrent tous une main sur le sol, et le sol répondit. Une lumière rouge, lente, s'échappa des glyphes sous leurs paumes. Elle ne brillait pas, elle saignait, doucement, rythmiquement, comme un organe collectif. Anaïs leva la main droite, puis traça un glyphe dans l'air. Mézières s'avança. « Tu as terminé ?» Elle inclina la tête. « Non, j'ai commencé. » Elle s'agenouilla. Les autres suivirent. Et alors, ils commencèrent à parler. Pas avec des mots, pas avec des cris.
mais avec des glyphes vivants. Une langue sans alphabet, sans grammaire, une langue sentie, perçue. Mézières, à genoux, ferma les yeux. Et pour la première fois, il entendit les glyphes. Un chant ancien, aqueux, minéral. Il vit les premiers souvenirs du monde. Des formes sans forme, des corps faits de pensées, des créatures qui n'écrivaient pas avec l'encre, mais avec la peau. Le cœur d'Anaïs battit une dernière fois, puis elle s'ouvrit, lentement, silencieusement. Et ce qu'il y avait à l'intérieur n'avait pas de nom. L'hôpital Sainte-Blandine est aujourd'hui fermé. Les archives médicales du cas Anaïs Delcourt ont disparu. Les caméras de surveillance du bâtiment montrent uniquement des images blanches, comme si la lumière elle-même avait été effacée. Mézières n'a jamais été revue. Mais dans certains hôpitaux de province, on raconte l'histoire d'un homme silencieux, couvert de marques étranges, qui passe dans les couloirs sans être vu. Et après lui, certains patients rêvent en symboles. Le phénomène ne s'est pas arrêté. Il a changé de peau. Il circule maintenant dans les villes, dans les visages, dans les cris des enfants, dans les fièvres sans cause. Et parfois, quand quelqu'un transpire, ce n'est pas de la sueur, c'est l'encre qui cherche un nouveau parchemin.